Vous êtes sur Medi 1 TV, bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres qui font l'actualité de ce 8 novembre. 5, 4, 3, 2, 1, top. À image P80, décollage. Lancement réussi du satellite marocain Mohamed VI A. L'engin a été envoyé sur orbite il y a quelques heures seulement depuis la base spatiale de Kourou en Guyane française. Les développements dès le début de cette édition. Sur le continent, le nouveau calendrier en RD Congo a été dévoilé par la commission électorale. En plus des enjeux logistiques, des inquiétudes subsistent sur la difficulté d'enregistrer près de 45 millions d'électeurs dans le contexte actuel. Et puis le tout premier festival international du rire au Rwanda. Ambiance dans cette édition avec le tombé de rideau de l'événement. Le succès était au rendez-vous comme vous le verrez. Lancement terminé, trajectoire normale, séparation réussie. Ce sont les mots des responsables du lancement du satellite Mohamed VI A. Comme vous avez pu le suivre en direct sur Medi 1 TV, l'engin a été envoyé sur orbite il y a quelques heures, à 1h42 GMT exactement. La fusée Vega transportant le satellite a opéré depuis Kourou en Guyane française. Feyrouz Bentaleb revient pour nous sur l'opération. À image P80, décollage. Le satellite d'observation de la Terre Mohamed VI A été lancé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à 1h42 GMT. Ce petit bijou, conçu par Thales Alenia Space et Airbus pour le compte du Royaume, a quitté le centre spatial de Kourou, en Guyane française, accroché à une fusée italienne Vega. C'est Arianespace, société française chargée de la commercialisation et de l'exploitation des systèmes de lancement spatiaux, qui a annoncé le lancement et coordonné les opérations. Mesdames et messieurs, chers invités, Arianespace est ravi de confirmer la séparation réussie du satellite Mohamed VI A sur son orbite héliosynchrone visée. Pour la 3e fois cette année et la 11e fois depuis ses débuts au centre spatial guyanais, le succès est au rendez-vous pour Vega, ainsi que pour ses clients et ses partenaires. Félicitations à tous. Le satellite Mohamed VI A doit servir notamment aux activités cartographiques et cadastrales, à l'aménagement du territoire, au suivi des activités agricoles, à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et de la désertification. Le satellite Mohamed VI A, qui est à présent sur orbite, est dès aujourd'hui un objet de fierté pour le Royaume du Maroc et pour l'ensemble des Marocains. Ce projet, qui a été voulu par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, constitue une infrastructure technologique avancée qui permettra le développement d'applications à haute valeur ajoutée pour le Maroc dans des domaines aussi divers que le cadastre, la cartographie, la gestion de l'environnement, la prévention des catastrophes naturelles et climatiques, l'aménagement du territoire et le suivi des activités agricoles. Donc le satellite Mohamed VI A vient d'être séparé. Le satellite Mohamed VI A été séparé avec succès 55 minutes et 33 secondes après son décollage. Ce sont désormais les équipes marocaines qui prendront les commandes afin d'orienter les missions du satellite. Mission d'une grande importance pour le développement du pays et de la région. Allons plus loin au sujet du lancement du satellite marocain avec l'analyse d'Olivier Sangui de la Cité de l'Espace de Toulouse en France. Il nous explique l'importance pour le Maroc de disposer d'un tel engin. C'est un outil de puissance politique parce que souvent dans le spatial, on dit par exemple qu'un lanceur, c'est un vecteur de souveraineté. Mais on peut dire la même chose d'un satellite. À partir de maintenant, quand le Royaume du Maroc voudra des images précises de son pays pour gérer ses ressources naturelles, il n'aura pas à les demander à une société privée ou à un autre État. Il sera indépendant. C'est une tendance qu'on retrouve avec beaucoup d'autres pays qui n'ont pas accès par eux-mêmes à l'espace. C'est de faire fabriquer un satellite, d'acheter une prestation de lancement, en l'occurrence à Arianespace, va partir depuis la Guyane française, mais d'exploiter eux-mêmes les
les données pour être indépendant de ce côté-là. Ça a un sens politique et ça a aussi un sens de développement scientifique et technologique. Par exemple, le fabricant du satellite, Thales, est implanté au Maroc. Ils ont des entreprises, ils ont des employés et il y a des accords avec des universités marocaines. Donc il y a aussi là derrière une transmission de savoir-faire. C'est-à-dire que quand un pays lance un satellite, c'est assez facile, on va dire, d'acheter un satellite. C'est beaucoup plus difficile d'exploiter correctement les données. Et en fait, l'enjeu stratégique est là. Le Maroc va acquérir la captation et le traitement de données satellitaires. Les pays qui font ça montent d'un cran dans l'ère de l'information. Direction l'Asie, à Séoul, cette mise en garde ferme de Donald Trump envers la Corée du Nord. Le président américain appelle le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à ne jamais sous-estimer la détermination de l'Amérique et à renoncer à son programme nucléaire. Dans un discours musclé devant l'Assemblée nationale sud-coréenne, le président des États-Unis a dénoncé les horreurs, je cite, d'une dictature cruelle. Il a martelé que le temps de la force était venu, soulignant que les États-Unis ne cherchaient pas l'affrontement militaire mais ne reculerait pas s'il devenait nécessaire. Après le Japon et la Corée du Sud, Donald Trump est attendu ce mercredi en Chine. Et un an, jour pour jour après son élection à la Maison-Blanche, les 2/3 des Américains pensent que Donald Trump a fait peu ou rien, selon un sondage publié au moment où l'enquête russe continue d'empoisonner sa présidence. Le parti républicain du président a essuyé plusieurs défaites lors d'élections locales, des défaites aux allures de référendum contre Donald Trump. Les candidats démocrates au poste de gouverneur en Virginie et dans le New Jersey ont tous les deux battu des candidats républicains. Et sans surprise, le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, a été facilement réélu avec plus de 65% des voix. Écoutez le décryptage de Vincent Michelot, professeur d'histoire politique des États-Unis à Sciences Po Lyon en France. Depuis le 20 janvier, on a un bilan législatif qui est famélique, au sens où aucun grand texte n'a été adopté, y compris l'abrogation en remplacement de l'Obamacare. Mais on a un bilan en matière de déréglementation qui est extrêmement important sur 3 sujets principaux: l'immigration, la question de l'environnement et le droit du travail, où là, le président Trump a édicté un certain nombre de décrets qui déconstruisent le bilan des 8 ans d'administration Obama. C'est une présidence perturbatrice, une présidence de rupture, une présidence qui se soucie en permanence de consolider le socle électoral des 30 à 35% d'électeurs américains qui sont très fidèles encore aujourd'hui au président, et puis une présidence qui s'exerce surtout par les nominations judiciaires qui vont transformer la lecture que font les tribunaux de la Constitution des États-Unis. Le roi Mohamed VI est arrivé ce mardi à Abu Dhabi pour une visite d'amitié et de travail aux Émirats arabes unis. À sa descente d'avion à l'aéroport international d'Abu Dhabi, le souverain a été accueilli par Cheikh Hamdan Ben Zayed El Nahyan, représentant du gouverneur de la région de Al Dhafra. La visite de travail sur place débute ce mercredi. Le souverain poursuivra également une visite officielle au Qatar à partir de dimanche. Arrivé au Maroc ce mardi à Tanger du président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé est l'invité d'honneur de la 10e édition du Forum international Medays qui se tient à partir de ce mercredi à Tanger sous le thème de la défiance au défi à l'ère des grands bouleversements. L'Afrique sera au centre de toutes les discussions de l'événement, autant sur les plans économiques et politiques que social et environnemental. Sur le continent République démocratique du Congo, le nouveau calendrier a été dévoilé par la commission électorale, un programme qui ne plaît ni à l'opposition ni au mouvement citoyen. En plus des enjeux logistiques, la commission insiste sur la difficulté d'enregistrer près de 45 millions d'électeurs dans le contexte actuel. Les développements avec Soha Abouta. Joseph Kabila reste président, du moins jusqu'en janvier 2019. C'est ce que le nouveau calendrier électoral attendu depuis des mois annonce. La nouvelle date de la présidentielle étant fixée au 23 décembre 2018. Alors que le deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila a pris fin le 20 décembre 2016, les autorités mettent en avant la situation sécuritaire pour justifier cette décision
de n'organiser le prochain scrutin qu'en 2018. Pour l'opposition, le président et ses proches s'accrochent illégalement au pouvoir. Vous savez, mon frère, on n'a qu'un seul pays, c'est le Congo. Comprenez, nous, la population, nous souffrons. Nous souffrons vraiment. Parce que nous voulons que les élections passent au 2018. La date est bien précisée. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe au Congo. Il y a un groupe de gens qui veulent prendre ces pays en otage. C'est ça que nous déplorons. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Le mouvement citoyen Lucha a lancé un appel au soulèvement pour bloquer la RDC jusqu'à la chute effective du régime de Kabila. Dans les faits, chaque tentative de manifestation est sévèrement réprimée, comme récemment le 30 octobre à Goma où 5 personnes ont trouvé la mort, dont un policier. Appelons solennellement tous les Congolais, hommes, femmes, jeunes, où qu'ils soient, à se lever dès à présent et user de tous les moyens légitimes pour chasser Joseph Kabila et son régime du pouvoir qu'il exerçait en violation de la Constitution. Les deux leaders du rassemblement de l'opposition, Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, s'unissent contre la décision de la commission électorale. À la tête de l'UDPS, Union pour la démocratie et le Parti social, principal parti d'opposition, Félix Tshisekedi tente en vain de rassembler les opposants au régime pour constituer un front commun de refus au prolongement de la transition présidentielle au-delà du 31 décembre 2017. Autre grande figure de l'opposition, l'ex-gouverneur Moïse Katumbi, depuis son exil en Belgique, demande une transition sans Kabila à compter du 1er janvier 2018 pour confier l'organisation des élections à des personnalités indépendantes. De son côté, la communauté internationale suit de près la situation en République démocratique du Congo. Washington a favorablement accueilli la publication du nouveau calendrier. L'Union européenne, quant à elle, ne se prononce pas pour le moment. Restons en Afrique pour parler culture au Rwanda. Ce week-end s'est tenu le tout premier festival international du rire à Kigali, la capitale. Le tombé de rideau de l'événement s'est déroulé, comme vous allez le voir, avec beaucoup de succès. Soa Boutaa pour les détails. Blagues, rires et applaudissements à Kigali. La capitale rwandaise accueille le premier festival international de comédie qui offre une scène diversifiée avec des artistes venus du Congo, de la Guinée, des États-Unis ou encore du Japon. L'événement dure 3 jours et les spectacles se donnent en anglais, en Kinyarwanda, en Swahili et en français. Les spectateurs ont eu l'honneur de voir l'acteur et comédien ougandais Daniel Omara, reconnu dans son pays et apprécié à Kigali. Il exprime son sentiment concernant le public rwandais. Les Rwandais ont besoin de rire. Ils aiment rire, mais ils sont très timides. Ils rient rarement à gorge déployée, ils sont plutôt réservés. Donc là, voir des gens prêts à se lâcher, rire et s'exprimer, c'est une très bonne chose, pas seulement pour les comédiens, mais pour le public aussi. C'est un pas en avant. La scène du rire est encore à développer au Rwanda, selon les organisateurs. Bien qu'il y ait quelques spectacles locaux, c'est la première fois que le pays connaît un festival de comédie d'une telle envergure. Un événement particulièrement apprécié par un public conquis. Ces gars-là ont des blagues qui peuvent vous tuer. Mes lèvres sont sûrement fissurées. Je suis content de la soirée comédie parce que rire est très bon pour le cœur. Fort de son succès, les organisateurs pensent d'ores et déjà à la prochaine édition du festival, en y ajoutant notamment des ateliers et des programmes de mentorat pour les comédiens amateurs souhaitant se lancer. Le Festival international de comédie pourrait bien devenir le rendez-vous annuel du rire au pays des 1000 collines. En bref, quelques mots sur la mini-révolution du réseau social Twitter. Vous pouvez désormais y publier des messages 2 fois plus longs, jusqu'à 280 caractères. Selon les dirigeants du groupe Twitter, lorsque les utilisateurs ont plus de place, ils tweetent plus facilement et plus souvent. Restez sur Média TV, l'information se poursuit sur votre antenne.